Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très contente d'être parmi vous ce matin pour justement participer à ce cours supérieur, je suppose en marge de la journée mondiale sans tabac qui a été instituée déjà par l'OMS depuis 1987. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des modes de tabagisme au fil du temps. Alors comme vous l'avez constaté, suite à ce topo, je remercie Dr Farfer pour cette belle introduction. Donc c'est vraiment un véritable problème, c'est un problème majeur de santé publique en raison de son impact dévastateur sur la santé des individus, mais aussi sur l'environnement. Je ne sais pas si je peux avoir les diapositives, merci, puisque ça participe, ça a été largement incriminé dans le réchauffement climatique par l'émission de CO, mais aussi par la surconsommation en eau lors de la fabrication des cigarettes. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler des modes de tabagisme au fil du temps. Alors en fait, ce problème de santé publique est lié essentiellement, comme on l'a vu, à sa prévalence élevée, à ses conséquences qui sont graves sur la santé des individus, mais aussi à ses coûts économiques, que ce soit direct ou indirect. Et je prends comme exemple donc ce que représentent à peu près les pertes économiques indirectes en Tunisie, c'est à peu près 1,8% par rapport au produit intérieur brut, mais aussi à la nécessité de mettre en place des mesures pour prévenir et réduire son impact aussi bien sur la population que sur l'environnement par des politiques de réglementation qui sont de plus en plus strictes actuellement, des campagnes de sensibilisation et des efforts afin de créer un environnement sans tabac. Alors, décrire les habitudes de consommation des fumeurs, ainsi donc les types de tabac qui sont consommés est nécessaire pour pouvoir justement adapter les actions à mener pour prévenir justement cette pandémie afin d'améliorer donc notre stratégie en matière de lutte anti-tabac. Alors c'est les efforts qui sont accomplis justement dans le cadre de cette lutte anti-tabac sont toujours malheureusement contrecarrés par les efforts de l'industrie du tabac. Alors, cette industrie qui pilote finalement et organise la dissémination de la dépendance tabagique, bien entendu, au profit de ses intérêts personnels. Et du coup, la prévalence du tabagisme, c'est le résultat de l'opposition des forces, des différents efforts accomplis, que ce soit dans le cadre de la lutte anti-tabac ou les efforts liés à cette industrie du tabac qui ne cesse d'évoluer. En fait, l'évolution dans le mode du tabagisme a été largement influencée par les avancées technologiques, par les changements de perception sociale et par les réglementations en matière de tabac qui ont été mises en place dans la majorité des pays, et ça a été piloté par le programme de l'Organisation mondiale de la santé que vous connaissez tous, le programme Empower. Alors, classiquement, si on raisonne mode de tabagisme en fonction du type ou de mode de consommation, on va avoir le tabac à priser ou à chiquer. C'est du tabac moulu qu'on va mettre entre la gencive et les lèvres. Et puis, il y a le tabac à fumer, les cigarettes, les cigares, pipes et narguilés. Et puis enfin, malheureusement, là, on assiste à une émergence de produits que je n'ose pas appeler de nouveaux produits pour ne pas faire de la promotion. Donc, c'est des produits émergents tels que, essentiellement, on a le tabac chauffé et les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. Alors, le mode finalement le plus répandu, donc, c'est les cigarettes traditionnelles. Ça reste et ça restera toujours, à mon sens, le mode dominant de consommation, puisque c'est pratiquement le moins cher, sauf que sa popularité ces dernières années, elle a diminué en raison de la prise de conscience croissante des risques pour la santé. Alors si on revient un tout petit peu à l'histoire du tabagisme dans le monde, on voit que c'est vraiment très très ancien, puisque les premières preuves archéologiques de l'usage du tabac remontent déjà à 5000 avant Jésus-Christ,
où la culture a trouvé son origine au niveau de l'Amérique centrale et du Sud. Et les Amérindiens considéraient le tabac comme étant une plante précieuse à l'époque, à usage médicinal, et l'utilisent lors des rituels de purification. Alors on avait deux souches principalement, Nicotiana rustica. Alors c'est une souche qui contient une forte concentration en nicotine, avec un taux qui avoisine les 18%, pouvant produire des hallucinations et un état catatonique déjà à l'époque. Et puis il y a la deuxième souche qui est Nicotiana tabacum, qui a été largement répandue après la révolution, après la colonisation européenne de l'Amérique du Sud. Donc c'était le commerce finalement était le plus rentable qui a été exporté des Amériques. Alors le secret du mélange de cette souche était étroitement gardé par les Espagnols et il était illégal à l'époque de partager les graines avec les non-espagnols. Alors la popularité n'a pas cessé d'augmenter avec justement la nécessité d'avoir plus de terres et plus d'esclaves pour justement pallier à la multiplication des activités commerciales de cette culture. Alors 16e, 17e siècle, on assiste à un essor rapide de la consommation de cette plante. Alors, parallèlement, il y avait les découvertes scientifiques qui ont largement prouvé ces effets néfastes au fil du temps. Alors, et ça n'a jamais été le secret pour personne. Et pour contrecarrer justement ces publications et ces découvertes scientifiques, alors l'industrie du tabac a essayé de trouver et de pallier à ce problème en modifiant un tout petit peu le type de tabac fumé, en agissant sur la technique de fermentation. Donc on avait deux sortes de tabac, il y a le tabac brun et le tabac blanc. Donc le tabac brun qui est fermenté, donc l'inhalation, elle n'est pas vraiment profonde, c'est un tabac qui diffuse à travers les muqueuses. Et puis il y a de l'autre côté le tabac blanc qui est non fermenté, qui va être absorbé au niveau des alvéoles pulmonaires. Et cette modification dans le type de tabac a été à l'origine d'une modification du type histologique. Donc on passait de l'épidermoïde, qui était donc le cancer le plus répandu à l'époque, vers l'adénocarcinome, comme on est en train de le voir actuellement. Alors, toujours justement pour répandre et pour pallier aux réglementations, l'industrie va adapter la cigarette en inventant les filtres, donc, mais aussi en adaptant la quantité de nicotine selon les normes ISO. Je fais le pointeur. Voilà. Donc on passait de 1,5 mg pour les cigarettes de 1960 donc à 1 mg. Mais aussi, les années 2020 ont été marquées par l'interdiction des arômes, mais aussi on commençait à s'interroger par rapport aux risques liés à l'environnement, le risque d'incendie en jetant les cigarettes dans la forêt. Et donc, on a introduit un système, donc on a ajouté un système qui permet, anti-incendie, qui permet justement d'éviter ce genre d'incident. Alors, toujours, donc, il y a l'industrie qui évolue, il y a des réglementations qui sont mises en place, et vous connaissez tous, donc la convention cadre qui a été mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est un traité international, donc qui a été justement validé par l'Assemblée mondiale. Je pense que c'est le traité qui a eu le plus de consensus à l'échelle internationale, et c'était en mai 2003, et je pense qu'il a été mis en vigueur
en 2005, donc 2 années plus tard. Et puis actuellement, on a la conférence des parties. La première, elle a eu lieu en 2006. On est à notre 10e conférence des parties. Alors la Tunisie, justement, elle a participé dernièrement à la COP 10, pardon. Et pour le COP 11, donc vous voyez que la Tunisie, elle va présider la région EMRO pour la coordination de cette conférence de cette 11e justement conférence des parties. Et puis parallèlement, il y avait des protocoles. Actuellement, on est à notre 3e protocole, puisque ça a été mis en vigueur depuis 2018. Donc ces protocoles ont été adoptés pour renforcer les mesures de la lutte anti-tabac. Ces protocoles, il y a la MOP qui justement s'intéresse au commerce illicite des produits de tabac. Alors, on assiste justement, grâce à ces campagnes de sensibilisation, au programme Empower mis en place par l'Organisation de la santé, quand même, à une baisse justement de la prévalence du tabagisme, indépendamment du sexe, à l'échelle internationale. Alors, à côté de ces cigarettes, il y a ce deuxième fléau social qui gagne en termes de popularité, notamment chez les jeunes, puisque là, que ce soit dans les régions, dans l'Orient ou en Europe, donc on voit qu'il y a de plus en plus de bars à chicha. L'usage de la chicha s'est carrément banalisé chez les jeunes. Et l'idée erronée que la chicha est moins dangereuse et moins addictive que la cigarette donne à ces usagers, justement le sentiment de pouvoir fumer en toute sécurité. Alors il faut dire que la chicha, elle est moins addictive car pas de shoot de nicotine, mais ceci étant, donc une chicha, ça produit 2 paquets de cigarettes en particules, donc en ppm 2,5, et le fumeur actif ou passif encourt les mêmes maladies pulmonaires, cardiovasculaires et cancers que le fumeur de cigarettes. Alors, il y a aussi d'autres modes, cigarillos, les blintes, qui deviennent de plus en plus répandus actuellement en Europe à cause justement du coût, puisque c'est moins taxé que les cigarettes. Et puis, ces dernières années, on assiste justement à l'apparition de produits émergents. C'est des produits qui sont non combustibles, notamment la cigarette électronique ou la vape, qui est apparue sur le marché au début des années 2000. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le mode de fonctionnement. Donc là, on chauffe un liquide qui contient de la nicotine, créant ainsi une vapeur qui va être inhalée par l'utilisateur. Donc, il y a ceux qui contiennent de la nicotine et d'autres non. Ces cigarettes électroniques ont gagné en popularité justement en raison de la perception qu'elles sont moins nocives que les cigarettes traditionnelles. Alors, ce qui est inquiétant actuellement, c'est qu'on assiste à une diminution de l'utilisation de l'e-cigarette, donc à faible teneur en nicotine, donc 1 à 2 à 3 mg, et paradoxalement, il y a une augmentation de celle avec des taux qui avoisinent les 20 mg par millilitre, et c'est ce qui inquiète justement les scientifiques. Alors, parallèlement, il y a les puffs. Donc, c'est un produit polluant pour la planète. Il informe mal le consommateur. Rien n'est indiqué. C'est des gadgets avec multiples couleurs. Donc, c'est des modes d'entrée qui deviennent de plus en plus fréquents vers le tabagisme, notamment chez les jeunes. Donc, c'est des gadgets qui sont très, très attractifs et qui contiennent parfois de la nicotine synthétique vendue par l'industrie du tabac comme étant moins toxique que la nicotine non synthétique. Alors, la nouvelle arme de l'industrie du tabac, qui devient largement répandue actuellement, c'est le tabac chauffé. Donc, c'est une évolution récente dans le paysage du tabagisme.
qui ont été introduites dans les années 2010 pour justement, comme étant une alternative à la cigarette traditionnelle. Elle a été utilisée par certains praticiens comme étant des moyens d'aide au sevrage tabagique. Donc, il fonctionne en chauffant le tabac à des températures inférieures à celles de la combustion, produisant donc une vapeur qui va contenir de la nicotine. Donc là, on assiste à un développement et une commercialisation de plusieurs marques de produits de tabac chauffé, justement, qui visent à capter les nouveaux consommateurs. Donc, ce qui est grave, c'est que ce tabac chauffé est délivré en shoot sur un temps très très court, parfois même plus court que celui fourni par la cigarette traditionnelle, et une telle cinétique va induire une up-régulation des récepteurs nicotiniques à chaque prise. Donc chaque bouffée, finalement, elle va augmenter les besoins et aggraver la dépendance. Alors, et puis il y a le tabac sans fumée, ça représente, c'est présenté sous plusieurs formes, telles que chewing-gum, les pastilles et les snus. C'est des produits sans combustion, ce qui réduit l'exposition, certes, aux substances toxiques présentes dans la fumée de tabac. Ils sont souvent perçus comme étant une alternative moins nocive aux cigarettes, mais c'est quand même des produits qui contiennent de la nicotine. Donc, et ils ne sont pas dénués de risque de dépendance. Alors, il y a eu cette évolution donc, par rapport aux moyens qui ont été mis à la disposition du fumeur et qui ont été vendus comme étant des produits non nocifs. Alors, parallèlement, malgré les campagnes de sensibilisation, le programme de l'OMS, les politiques de lutte contre le tabagisme, les réglementations mises en place à l'échelle des pays, il nous reste quand même des défis à soulever, donc des défis actuels qui consistent forcément à prendre en charge de façon de plus en plus virulente cette dépendance à la nicotine. Ça reste un défi majeur pour nous, les praticiens. Le problème qui se pose, c'est par rapport à l'accessibilité des traitements de sevrage, des traitements qui doivent être donnés sur ordonnance médicale, mais sauf qu'il faut que ça soit accessible pour tous les fumeurs qui souhaitent arrêter, et puis prendre en charge la population essentiellement vulnérable, notamment les enfants, dont le taux de tabagisme ne cesse d'augmenter. Donc, et parallèlement, il va falloir justement considérer ces produits émergents comme étant des produits, donc des produits de tabac, et donc il va falloir relever le défi de la réglementation par rapport à ces produits émergents. Alors les défis futurs, c'est idéalement, il va falloir anticiper et s'adapter à l'émergence de ces produits, des nouvelles tendances de consommation, tout en essayant d'évaluer à chaque fois l'impact sur la santé des individus, mais aussi sur l'environnement. Veiller à ce que les avancées thérapeutiques du sevrage tabagique bénéficient à l'ensemble de la population indépendamment de leur statut socio-économique, et exploiter le potentiel des technologies idéalement numériques telles que les applications mobiles et les programmes en ligne pour justement améliorer l'accessibilité et l'efficacité des interventions de sevrage tabagique. Alors pour relever ces défis, il faudra donc il faudra une combinaison d'efforts en matière de politique de santé publique, de réglementation, d'innovation thérapeutique et d'engagement, donc afin de continuer à faire progresser la lutte contre le tabagisme à long terme. Une approche globale qui doit impliquer différents secteurs, santé, éducation, réglementation, voilà. Et surtout, veiller à ce que ces réglementations soient bien appliquées.
Alors, en conclusion, donc, je vais dire que les modes de consommation du tabac ont évolué et sont très diversifiés aujourd'hui. Malheureusement, ils continuent à justement adopter des formes. Il y a les formes classiques, mais il y a aussi telles que les cigarettes. Mais aussi, donc, il y a il y a des produits qui sont émergents. Il y a chicha, qui s'est aussi modernisé, qui a gagné en terrain. Il y a les cigarettes électroniques. Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est qu'aucun de ces modes n'est sans danger et qu'un arrêt total de leur consommation doit être encouragé justement pour préserver la santé et l'environnement. Je vous remercie. Je vous remercie, Dr Zahari, pour la qualité de la présentation et d'avoir respecté le temps. Voilà, on passe à la présentation suivante.